Mes amis, bien le bonjour. Peut-on parler de sécurité aérienne sans évoquer le vol PSA 182? Il est de ces tragédies qui ont changé le cours de l'histoire de l'aviation, qui ont dit aux professionnels, de manière parfois très brutale, que on peut faire les choses autrement et que surtout on doit les faire autrement. Nous sommes le 25 septembre 1978 et on a un vol de la compagnie PSA, compagnie californienne, low cost, avion bariolé en orange. L'appareil avait décollé de Sacramento, capitale de la Californie, parti vers le sud, atterrissage à Los Angeles, et puis de Los Angeles, il décolla pour aller à San Diego. Los Angeles-San Diego, vol 182, celui qui nous intéresse, c'est un saut de puce, 30 minutes seulement. Nous sommes lundi, tôt le matin, le vol est blindé, et parmi les passagers qu'il y a ce jour-là, on a 135 personnes à bord du Boeing, il y avait 30 employés de la compagnie. Pourquoi 30? Tout simplement parce qu'on est lundi matin, et ils se rendent à San Diego, là où il y a le siège, effectivement, de PSA. Dans le cockpit, on a un équipage extrêmement expérimenté. Un commandant de bord, plus de 14 000 heures de vol, un copilote, plus de 10 000 heures de vol, et d'ailleurs c'est lui qui pilote ce jour-là. Derrière lui, il y a l'officier mécanicien navigant, ça se pilote à 3, un 727, et va se joindre à eux dans le cockpit un quatrième membre d'équipage, même si il ne participait pas à la gestion de ce vol. C'était un pilote de PSA, un commandant de bord, qui était juste en voyage ce jour-là et qui avait décidé de faire le trajet dans le cockpit avec ses collègues. L'appareil s'annonce sur la fréquence de San Diego, parle au contrôleur d'approche qui lui dit de prévoir une approche visuelle sur la piste 27. Alors, juste pour situer un petit peu l'environnement de l'époque, ça sera très important de comprendre un peu comment l'environnement est agencé. On a la piste 27 ici, qui est munie d'un ILS, la piste 27 munie d'un ILS, et on a la direction réciproque, la piste 09, qui n'est pas munie d'ILS, qui offrait à l'époque une approche de type NDB, hein, ça se fait plus de nos jours, quasiment plus. Et donc, le 727 arrive ici, par le nord, et voici à peu près la trajectoire qu'il était censé faire. Donc, s'engager en vente arrière, tourner ici en base, tourner en finale, et venir atterrir en 09, le tout fait visuellement. Aucune difficulté ce jour-là. Météo parfaite, ciel bleu, température 27 degrés, donc tranquille. On a un autre avion. Cette fois-ci, c'est un avion d'Aéroclub, un Cessna 172. Le Cessna 172 avait décollé pour un vol décollage, en fait. On a 2 personnes à bord. On a à droite, sur le siège de droite, on a un instructeur. À sa gauche, il y a un élève. L'élève, lui, sa tête ou son visage ou son regard, si vous voulez, est caché par une longue visière, par une sorte de cache qui l'empêche de voir les références visuelles extérieures. C'est un cache que les pilotes qui sont en train de faire leur certification de vol aux instruments portent pour que ça les oblige à ne voir que les instruments sur le tableau de bord. Il va donc échoir à l'instructeur 2 responsabilités. D'un côté, faire de l'instruction, prodiguer de l'instruction à l'élève, mais en même temps, monitorer ce qui se passe dehors pour faire en sorte que l'avion n'aille pas percuter un relief ou percuter un autre appareil ou ne s'égare. Le Cessna 172 avait demandé à la tour de contrôle de San Diego, avait demandé s'il pouvait faire des approches ILS. Parce que de là où il était basé, sur un petit terrain, il n'avait pas d'ILS. Donc, il avait demandé de faire des approches comme ceci. De faire des approches sur la piste 27. Des approches ILS pour que l'élève puisse s'entraîner. Ce fut aimablement accordé. Et sur ce, notre Cessna 172 va faire 2 approches. Il va faire une première approche
Après, une fois qu'il est au seuil de piste, littéralement, il remet les gaz, il n'a pas besoin d'atterrir, et il fait un tour, et il revient encore s'engager sur l'ILS, le fait une deuxième fois, et maintenant, une fois qu'il a fait 2 approches ILS, l'instructeur se dit, ok, on arrête avec les approches ILS, on va faire des approches de type NDB. Donc il faut aller de l'autre côté. Il va remettre les gaz pour la deuxième fois, et il va aller au cap 70, et la tour, plutôt le contrôleur d'approche avec lequel il est sur la fréquence cette fois-ci, parce qu'une fois qu'il remet les gaz, il quitte la fréquence de la tour de contrôle, il passe sur le contrôleur d'approche, va lui dire maintenez le cap 0,70, je vous rappelle plus tard pour une approche radar, pour vous guider au radar, pour vous mettre sur l'axe d'approche. Donc, le projet, là il faut comprendre le projet de chacun. Le projet du contrôleur d'approche était que le Cessna fasse ceci, était que le Cessna s'éloigne de cette manière-là, de la zone de circulation autour de l'aéroport, et il allait à un moment donné, quand c'est possible, lui redonner des caps pour le remettre dans le circuit. Néanmoins, sans le dire à personne, sans communiquer avec qui que ce soit, une fois que le Cessna ou l'avion d'aéroclub arrive ici, arrive dans cette zone, pardon, une fois qu'il arrive ici, une fois qu'il croise la vente arrière, il va décider de lui-même de tourner à droite, de faire 20 degrés à droite, et d'aller au cap 090, ça veut dire plein est. Il le fait sans demander d'autorisation, alors qu'on lui avait demandé clairement et expressément d'aller au 0,70. Mais il va décider de tourner de sa propre initiative, parce qu'il se dit, bon, je suis en train de faire des approches d'entraînement, bon, je tourne à droite pour m'engager dans la vente arrière. Okay. Une fois que le 727 s'engage, le contrôleur d'approche va lui dire, attention, sur le circuit, devant vous, à 3 miles de là, devant vous à midi, il y a un Cessna 172. Est-ce que vous le voyez? Les pilotes cherchent du regard et voient l'appareil. Ils vont donc dire, oui, nous avons le visuel sur lui. Parfait. À partir de ce moment-là, le contrôleur d'approche va en réalité transférer la responsabilité de séparation au pilote du Boeing. Il va leur dire quoi? Dès qu'ils disent, oui, nous avons le visuel sur lui, il va leur dire, maintenez votre séparation. C'est une manière de leur dire, à partir de maintenant, la séparation est de votre responsabilité. Il va aussi dire à l'avion d'aéroclub, attention, derrière vous, il y a un avion de ligne qui s'approche pour atterrir en 09, mais il a le visuel sur vous. Voilà. Sur ce, l'avion de ligne passe avec la tour de contrôle, change de fréquence, passe sur la tour de contrôle. Donc il est à ce moment-là quelque part ici. Il passe sur la tour de contrôle. Il va recevoir l'autorisation d'atterrir. Et on a une situation très particulière qui se met en place. C'est-à-dire que celui-ci est en contact avec la tour de contrôle. Celui-là, l'avion d'aéroclub, est en contact avec le contrôleur d'approche, alors que les deux sont proches l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux avions qui sont dans une logique de promiscuité, littéralement, mais qui sont sur deux fréquences différentes à ce stade. Et ceci va jouer un rôle très important. La tour de contrôle va encore demander, va dire à l'équipage de PSA, le Cessna est à peu près 1 mile devant vous. Que répond l'équipage du PSA? Oui, nous l'avions vu. Alors, quand on dit oui, nous l'avions vu passer, c'est des mots qui peuvent porter un danger en soi. Parce que c'est pas clair. Quand on dit on l'a vu passer il y a 1 minute, ça veut dire quoi vraiment? Est-ce que nous l'avions vu il y a 1 minute et nous continuons à le voir? Ça signifie nous le voyons jusqu'à maintenant, au moment où la phrase est formulée. Ou bien, est-ce que nous l'avions vu à 1 minute, mais on n'a plus le visuel dessus? Il y a une confusion ici dans le propos. Le contrôleur, dans sa tour, est rassuré.
Il a le 727 qui descend, il a le Cessna qui remonte, et il sait que cet équipage, donc l'équipage de PSA, garde une séparation visuelle. Donc à partir de là, lui aussi va se désintéresser de cette histoire. Il va considérer que oui, il y a ce risque de conflit ou d'abordage, mais il est sous contrôle. Le problème, c'est que le 727 est à peu près 120 km/h, 65 nœuds, plus rapide que le Cessna, et doucement, il est en train de le rattraper. Il est en train de descendre en le rattrapant. D'accord? À un moment donné, dans la tour de contrôle, une alarme va résonner. C'est l'alarme d'un système qui surveille le radar, et ce système voit les deux avions et voit qu'ils sont en trajectoire de conflit, et se dit dans les 40 secondes, si rien n'est fait, ils vont se rentrer dedans, il va déclencher une alarme sonore. Le contrôleur aérien la voit, mais décidera de ne prendre aucune action. Pourquoi? Parce que les pilotes de l'avion rapide lui avaient dit que c'est bon, ils ont l'avion lent en visuel. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que régulièrement, une douzaine de fois par jour, le système de radar déclenchait des alarmes intempestives. Parce qu'on est dans une zone qui est assez chargée parfois en avion. En plus, aux États-Unis, on considère que l'espace aérien appartient finalement à tout le monde, qu'il n'y a pas plus de légitimité à un Boeing 747 qu'à un ULM, que tout le monde a le droit d'être en l'air quelque part. Et on va trouver un mélange des genres. On va trouver des fois dans des aéroports de premier plan des petits coucous atterrir au milieu de la circulation d'avions beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides. On voit ceci beaucoup moins en Europe, où généralement les petits avions sont tenus à l'écart d'aéroports de ce type. Donc, le fait que le contrôleur recevait sans arrêt des fausses alertes, il a décidé de ne pas considérer celles-ci et de ne pas contacter les pilotes. Le 727, lui, est en train d'approcher. Les pilotes sortent le train d'atterrissage, sortent les volets, et l'avion va commencer donc à se cabrer. Il va se cabrer, ça signifie, ce n'est pas un Concorde, mais il s'approche en étant de plus en plus cabré. De plus en plus cabré, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ils regardent devant eux, les pilotes, à travers leur hublot, voient pratiquement plus de ciel que de sol. Or, l'avion, si on regarde ici, on a notre 727 qui arrive cabré comme ceci. Ça veut dire que le champ de vision des pilotes vers le bas est limité. Et le Cessna 172, il est littéralement là. Il est littéralement au seuil de leur champ de vision. Ça veut dire que en temps normal, ils auraient dû le voir littéralement un petit peu au-dessus des essuie-glaces. Sauf que ce jour-là, les pilotes ne voient pas les essuie-glaces. Raison. C'est que normalement, quand les pilotes s'installent dans un avion, quel qu'il soit, peu importe la taille du pilote, il y a un petit repère, et ce petit repère, en fait, permet de régler le siège de manière correcte, pour être convenablement placé. Problème. Les pilotes trouvaient que l'ergonomie de cette position recommandée par le constructeur n'était pas très bonne. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préféraient s'installer de manière plus reculée que la recommandation du constructeur et plus basse que celle-ci. Le but du jeu étant de mieux voir les instruments. Parce que dans la position idéale recommandée par Boeing, effectivement, ils avaient une très bonne vision dehors, mais quand ils regardaient vers leur tableau de bord, ils regardaient les instruments sous un angle assez désagréable, et donc ils préféraient reculer leur siège et descendre pour avoir une meilleure vision sur les instruments. Le problème, c'est que ceci se fait au détriment, surtout lors de l'approche, de la visibilité sur la partie la plus basse du champ visuel normal. Ça, c'est un point à considérer. Autre point également, même s'ils avaient vu le Cessna, ils le voient comment? C'est quoi le background? C'est quoi l'arrière-plan vraiment? C'est que quand on est au sol et on voit un Cessna passer, on regarde comme ceci, et on le voit passer
au-dessus de nous. Et il y a quoi derrière? Il y a le ciel bleu ou ciel gris, peu importe. Mais on a un Cessna qui se détache clairement sur le ciel. Mais quand on regarde un Cessna par-dessus, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'avion d'Aéroclub, à peu près 11 mètres d'envergure. On va le voir par-dessus. Et c'est quoi l'arrière-plan? Ben, c'est la ville. L'arrière-plan, c'est des milliers de petits carrés, de petits rectangles, de toutes les formes, des arbres, des routes, des piscines, qui vont former un arrière-plan très bariolé, dans lequel l'avion d'Aéroclub peut se cacher. Il y a ça aussi à considérer. Donc, le fait est que les pilotes perdent de vue, les pilotes de PSA perdent de vue l'avion d'Aéroclub. À un moment donné, dans le cockpit, la question se pose. Quelqu'un dit, mais il est où le Cessna? Il y en a un qui répond, je pense que nous l'avions dépassé. Et notre voix lui dit, j'espère. Et ceci fut ponctué d'une franche rigolade. Parce que, je l'espère, était plein de sous-entendus. Ça veut dire que si nous ne l'avions pas dépassé, ben, ça veut dire qu'il est devant nous, ça veut dire qu'on va rentrer dedans. Il n'y avait rien de drôle dans l'histoire. Mais nous sommes chez des pilotes qui sont très expérimentés, qui ont un sentiment, un faux sentiment, assez malsain par ailleurs, d'invulnérabilité. Hein, ils en ont vu d'autres. Et donc perdre cet avion de vue, ben, finalement, pour eux, c'est matière à rire. Ils s'en ouvrent pas au contrôleur aérien et ils ne remettent pas les gaz, ils font rien, juste ils continuent à voler. À un moment donné, un peu de temps plus tard, alors qu'ils continuent leur descente en vente arrière, soudainement, va se matérialiser à leur droite, légèrement en dessous, cet avion d'Aéroclub avec son hélice qui est en train de brasser l'air. Il s'approche de lui à peu près à une vitesse de 120 km/h. La différence de vitesse entre les deux. Le copilote tire brutalement sur le manche en poussant les gaz, sauf que lorsqu'on a un avion qui a toutes les traînées sorties, train d'atterrissage sorti, les moteurs sont en train de lutter, ne serait-ce que pour le garder en vol ou limiter le taux de chute, si on tire sur le manche, il ne va pas faire ça et partir. Une tentative d'évitement comme ceci, par exemple, inclinaison, aurait pu avoir de bons résultats. Parce qu'en réalité, il le voit 9 secondes avant l'impact. 9 secondes, bon, c'est pas beaucoup, mais il y a de quoi faire. Le problème, c'est que quand il voit l'avion, il tire sur le manche. Le 727, comme il est, ne va pas monter. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gaz arrivent. Donc il met les gaz vont mettre du temps à arriver. Et c'est seulement quand les gaz arriveront que on va entamer une montée. Mais sur le moment, si l'avion et avec les volets sortis et tout, on tire sur le manche brutalement, bon, il va juste se cabrer sur place. Il peut même continuer à descendre de plus belle, hein, deuxième régime de vol. Donc, ce qui va se passer, c'est tout simplement, ils vont aller à l'accident, ils vont aller à l'impact, en fait. Le Cessna 172 va taper ici sur l'aile, qui va être fortement endommagé. L'avion d'Aéroclub tombe tout de suite. Les deux pilotes sont tués sur le coup, et l'avion tombe verticalement. Et quand on le trouvera au sol, d'ailleurs, on trouvera un mélange de pièces dans le métal, dans la ferraille qu'on trouve au sol. On trouve de la ferraille venant du Cessna, mais on trouve aussi de la ferraille venant de Boeing. Parmi cette ferraille, on va trouver les becs de bord d'attaque qui ont été arrachés. On va trouver des volets à l'arrière qui ont été aussi arrachés. Et quand on regarde les images, parce que les habitants de la ville de San Diego, qui vaquaient à leur occupation ce matin, entendent un grand boom, ils ont l'impression qu'un avion a dépassé le mur du son. Ils lèvent les yeux et ils voient cette scène tragique. Il y a un photographe professionnel qui était là, qui était en train de tester sa caméra. Il va lever l'appareil photo, prendre plusieurs photos. C'est celles-ci qui vont faire le tour du monde en ce septembre 1978. Les photos montrent quoi? Elles montrent que l'aile est fortement amochée. L'aile droite est fortement amochée. Et elle est amochée malheureusement sur la partie la plus proximale, la partie la plus proche de la cabine. Or, cette partie de l'aile, les 4 premiers mètres sur le 727, cette partie, c'est là où il y a la plus grande fraction d'importance. C'est celle qui porte le plus. Ça veut dire que s'ils avaient tapé
avec la partie externe de l'aile, ou la partie distale de l'aile, ils auraient eu leur chance. Mais le problème, c'est que ça tape ici. Arrachement des becs de bord d'attaque et tout ça. Et donc, l'aile droite va perdre la portance. Elle va prendre feu, la tôle est tordue vers le haut, ici, et elle va perdre de la portance, causant l'inclinaison de l'avion. Sur les photos, on voit que les pilotes ont encore de l'hydraulique parce que ils réagissent correctement aux commandes et le copilote braque le manche complètement à gauche pour essayer de rétablir les choses. Et en braquant à gauche, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Si on l'agrandit vraiment, on voit qu'on a l'aileron gauche levé, spoiler gauche levé, aileron droit baissé, spoiler gauche baissé. On va ici avoir la surface de profondeur qui sera levée, c'est-à-dire qu'il tire sur le manche en même temps, et on va avoir la gouverne de direction qui est braquée 10 degrés vers la gauche. La photo permet de dire ça, pas la boîte noire, parce que la boîte noire dans ces avions-là était une boîte noire qui avait 4 ou 5 paramètres, et parmi ces paramètres-là, c'est des paramètres très basiques, vitesse, altitude, tout ça. Il n'y avait pas l'enregistrement de la position des commandes de vol ou des surfaces de vol. Les pilotes réalisent assez rapidement que c'est fini, qu'ils ne vont pas pouvoir récupérer leur appareil, parce que l'appareil est incliné de 50 degrés, le nez sous l'horizon, puis il est en train de tomber en prenant de la vitesse. Il ne réagit pas aux commandes, donc pour eux c'est terminé. Le commandant de bord prend la radio et très calme, avec presque détachement, va parler au contrôleur aérien et va lui dire « Nous sommes en train de tomber. Ici c'est PSA. » Le contrôleur aérien est tellement ahuri par cette déclaration formulée sur ce temps qu'il va répondre « Roger, d'accord, on va vous envoyer l'équipement. » Sous-entendez l'équipement de secours. 20 secondes plus tard, l'appareil toujours fonçant vers le sol, quelqu'un va lancer un « Maman, je t'aime » parce que, tout simplement, en sachant que c'est enregistré dans la boîte noire, il se dit « Je l'enregistre, comme ça sera communiqué à la personne concernée. » Et ce fut le dernier mot prononcé dans ce cockpit. L'instant d'après, l'avion va s'écraser. Il s'écrase, il explose, il cause la mort de tout le monde, et il cause en plus des dégâts et des décès au sol. 22 maisons sont détruites, vont prendre feu. Les pompiers, quand ils arrivent, ils trouvent des scènes de désastres quasi bibliques. Il y a aussi une garderie qui est détruite. Et le total des décès au sol est de 7. Il y a beaucoup de blessés, mais on va trouver également 7 personnes qui ont décédé, une personne dans une voiture, d'autres dans des maisons, qui avaient été touchées par l'incendie et par les pièces qui sont éparpillées sur des centaines et des centaines de mètres. Le Cessna 172 a été retrouvé 1 kilomètre plus loin. Aussi, on a une sorte d'enchevêtrement de métal venant de 2 avions. Dans l'appareil, dans le 727, il y avait 135 occupants. Ils vont tous trouver la mort. Donc si on compte, on a 135 plus 2 plus 7, ça nous fait 144 morts ce matin-là, dans une tragédie qui va choquer l'Amérique et le monde au-delà, à cause surtout en particulier de la force des images qui ont été diffusées. Le NTSB sortira son rapport l'année d'après, 1979. Il sortira un rapport où il va mettre la faute à 100% sur l'équipage du Boeing 727. Il va dire que l'équipage a perdu le visuel sur le Cessna qui était devant eux, sur le trafic qui était devant eux. Ils auraient dû contacter la tour de contrôle ou remettre les gaz ou peu importe, mais c'était leur responsabilité. Le rapport est signé, mais il y a un des enquêteurs qui refusera de signer. Ça arrive assez souvent dans le NTSB qu'il y a une certaine liberté de ton qui est accordée à tout le monde. Et en fait, il y a un des enquêteurs qui dira « je suis pas d'accord ». Il dira que le bureau s'est trompé ou que le bureau a erré en mettant toute la faute sur l'équipage, mais alors qu'il y a d'autres choses. Il y a la tour de contrôle qui n'a pas contacté le PSA, alors que ça aurait pu éviter le drame, parce qu'ils avaient 40 secondes. Il y avait une alarme qui sonnait pendant 40 secondes, et le contact, finalement, n'a été fait que après l'impact, alors que le contrôleur aérien avait décidé d'ignorer complètement l'alarme. On a l'avion d'Aéroclub qui n'a pas respecté la consigne, ici, en tournant
au 90, alors que personne ne l'avait autorisé à tourner au 90, donc lui aussi, il a joué un rôle. Il y a potentiellement un autre avion qui était dans le coin, qui a peut-être aussi causé de la confusion. Toujours est-il que cet enquêteur a refusé de signer le rapport initial. Quand un enquêteur ne signe pas, généralement il écrit une lettre qui sera adossée au rapport tel qu'il sera publié. 3 ans plus tard, 1982, le NTSB décidera de revoir ce rapport et décidera de considérer les doléances de cet enquêteur dissident. Et finalement, il republiera un autre rapport, où une partie des conclusions de cet enquêteur seront rajoutées donc au rapport. Donc il y aura un deuxième rapport qui sera publié, où la faute sera partagée entre plus de monde qu'avec seulement les pilotes. Alors il ne s'agit pas de faute dans le sens légal du terme, parce que les enquêtes techniques se font dans l'esprit de l'annexe 13 de l'OACI. Il ne s'agit pas du tout de déterminer des responsabilités civiles ou pénales ou autres, mais il s'agit de trouver les causes. Mais il faut être juste en trouvant les causes, parce que si il y a une cause qui a participé de manière directe, comme par exemple le contrôleur aérien ignorant l'alarme, eh ben cette cause doit être mentionnée dans le rapport. Parce que si elle n'est pas mentionnée dans le rapport, eh ben les autres contrôleurs ne vont jamais faire leur travail de conscience et ne vont pas corriger ce genre de biais ou ce genre de tendance qu'ils ont à ignorer certaines alertes qui leur cassent les pieds. Donc il faut donner à certains événements toute leur dignité en les mettant dans la catégorie cause probable pour que les professionnels concernés par cela puissent écouter et voir que ça les concerne et qu'ils peuvent changer. Voilà. Donc, juste pour finir, les avions sont extrêmement fragiles. Les avions, c'est très 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 fragile. On peut endommager un avion de ligne en marchant dessus à certains endroits où on ne doit pas marcher. D'accord? Parce que c'est fait pour supporter des efforts liés à l'exploitation normale, des efforts aérodynamiques, des efforts liés à des turbulences, à des atterrissages normaux, à des atterrissages durs, au poids des passagers, des bagages, du carburant. L'avion est conçu justement pour supporter cela. Ça ne veut pas dire que c'est un char volant. C'est pas du tout un char volant. Là, on a un 727 qui s'est pris un avion beaucoup plus léger que lui, qui s'est pris un Cessna. L'aile a été littéralement saccagée, complètement saccagée, parce que c'est fait en aluminium, en alliage extrêmement fin, et s'il se prend un Cessna avec son moteur Lycoming qui représente une masse énorme, c'est cette masse probablement, quand on regarde l'aile ici, il y a une déformation énorme à ce niveau-là, c'est probablement le Lycoming, le moteur, qui représente une masse très dure, très solide, 120 km/h projeté contre l'aile, bam! C'est ça qui a complètement cabossé l'aile, lui a fait perdre sa portance. En fait. Donc les avions, c'est terriblement, terriblement fragile, y compris les avions de ligne. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et puis on se voit dans une autre. C'était le PSA 182.